Eh bien, bonsoir, car il est bien tard ce soir quand j'enregistre cette vidéo pour vous, mes élèves de première en spéco. Journée un peu triste où nous avons appris que nous ne nous reverrions pas cette année, car l'école ne rouvrira pas avant le mois de septembre. Mais c'est pas grave, on va continuer donc avec l'enseignement à distance et cette deuxième partie donc du cours sur la monnaie. Alors, en fin de première partie, nous avions vu que donc la monnaie était créée par les banques commerciales, qu'on appelle aussi les banques de second rang. Et donc c'était quand même une bonne nouvelle, une nouvelle assez incroyable, parce que finalement on se dit qu'on vit dans un monde merveilleux où les banquiers donc vont créer de l'argent, donc on va jamais en manquer finalement. Si on a besoin d'argent, ben on va voir la banque et hop, comme une magicienne, je vous ai mis une belle photo de magicien, elle va créer de l'argent. Alors, vous vous doutez bien que non, quoi. En fait, ça va pas vraiment se passer comme ça. Que tout ce système donc de création monétaire va être encadré par un chef d'orchestre, hein, qui va essayer de réguler, qui va réguler, enfin, qui va tenter de réguler, qui va faire tout ce qu'il peut pour réguler tout ce processus de création monétaire. Donc, nos banques qui créent la monnaie, elles travaillent dans un cadre bien défini qu'on va maintenant donc étudier, parce que cette quatrième partie porte sur le système bancaire. Et donc, c'est le rôle, vous l'avez compris, de la banque centrale d'être en quelque sorte le chef d'orchestre de tout ce processus de création monétaire. Alors, il faut essayer de bien comprendre le système bancaire, donc pour bien comprendre l'évolution de la masse monétaire et comment tout ceci fonctionne. Alors, tout en bas, il y a vous et moi, quoi. On est là, tout en bas, on est les clients, hein, des banques, des salariés, des indépendants, des étudiants, des retraités, des chômeurs, bref. Et tous ces gens-là, tous ces particuliers, ces entreprises, eh bien, ils ont des comptes dans des banques. Et donc, au-dessus d'eux, il y a les banques dites commerciales, qu'on appelle également les banques de second rang. Alors, je vous ai mis quelques-unes françaises, hein, la BNP, Société Générale, Crédit Agricole, sud-africaine, FFNB, Standard Bank, APSA, etc. Et puis donc, au-dessus, il y a la banque centrale, les banques centrales ou la banque centrale. Vous voyez, on a un système comme ça à 3 étages qui va s'organiser entre les différents intervenants donc sur ce marché de la création monétaire. Alors, la banque centrale, elle joue un rôle fondamental dans la gestion de la création monétaire. C'est vraiment elle qui va piloter ça, qui va être le grand chef d'orchestre, le grand Manitou, hein, de la création monétaire. Elle a un certain nombre de privilèges. Par exemple, c'est elle qui a le monopole absolu d'émission des pièces et des billets. Hein, tous ces euros là que vous voyez, que vous avez dans vos poches de temps en temps, ils viennent de la banque centrale. Alors c'est pas, même si on sait que la monnaie est essentiellement scripturale, hein, c'est quand même 10 à 15% de la masse monétaire qui circule en pièces et en billets, donc c'est quand même pas rien. Elle a un rôle aussi fondamental dit de prêteur en dernier ressort. C'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui va intervenir quand les banques n'arrivent pas à se refinancer. Hein, c'est à un moment donné, si une banque est coincée, qu'elle a besoin de monnaie, on verra, de monnaie centrale et qu'elle n'arrive pas à le trouver, eh bien c'est la banque centrale qui en dernier ressort pourra donc lui prêter de l'argent. Et puis elle va fixer les taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. Hein, vous entendez souvent ça à la télé, dans les journaux, la politique du taux d'intérêt. Et donc c'est la banque centrale donc qui décide de la politique monétaire à travers donc la fixation des taux d'intérêt. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, donc on a les particuliers, donc vous et moi, qui détenons des comptes dans les banques dites de second rang, les banques commerciales. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ces banques-là, elles détiennent un compte également à la banque centrale. Vous voyez, on a bien notre système pyramidal. Nous, on détient des comptes dans les banques de second rang et elles détiennent des comptes dans les banques centrales. Alors, les comptes qui sont donc détenus par les banques de second rang à la banque centrale,
hein, l'argent qui est dessus est dit en monnaie centrale. Donc la monnaie centrale, c'est bien les soldes des comptes en banque que les banques de second rang ont à la banque centrale, plus tous les pièces et tous les billets en circulation. Ça, c'est la définition de la monnaie centrale. Je vous ai remis là un petit diagramme pour bien que ça soit clair, hein. La monnaie centrale, c'est les pièces, les billets, plus les comptes créditeurs des comptes de second rang auprès de la banque centrale. Si vous avez cette question-là un jour en E3C, donc c'est quelque chose autour de la monnaie centrale et que vous devez définir ce terme, voilà comment vous pouvez le définir exactement. Alors, est-ce que les banques, à partir de là, peuvent créer de la monnaie de façon illimitée? Non. D'abord, il faut bien avoir conscience que les banques ne font que satisfaire les demandes des agents à besoin de financement. Elles ne créent pas de la monnaie comme ça pour s'amuser le matin, pour rigoler, hein. Elles ne créent de la monnaie que si elles ont en face d'eux donc des agents à besoin de financement qui ont des projets, qui font des investissements et auxquels la banque va croire pour accepter donc de créer de la monnaie. Les demandes de ces agents à besoin de financement sont évidemment liées à la consommation, aux investissements, à la croissance économique. Donc la création de monnaie des banques est évidemment liée à l'activité économique. Mais en tant que grand chef d'orchestre, la Banque centrale, elle est attentive à tous les grands équilibres économiques et dispose donc de moyens pour encadrer, limiter ou encourager donc la création monétaire des banques. En gros, c'est elle qui va piloter tout ça, qui va essayer en tous les cas de piloter tout ça pour respecter ce grand équilibre dont on a parlé entre d'un côté la masse monétaire et de l'autre côté donc l'économie réelle. Alors, les banques de second rang ont besoin donc de monnaie centrale. Et c'est à travers ce besoin de monnaie centrale que la banque centrale va pouvoir justement piloter un peu tout ça. Alors pourquoi elles ont besoin de monnaie centrale? Il y a trois choses qu'on va étudier successivement. La première, c'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. La deuxième, c'est le besoin, donc on en a déjà parlé, de billets et de pièces. Et le troisième point, c'est la compensation interbancaire. Alors on va voir chaque point successivement. Alors les réserves obligatoires. Les banques donc de second rang, elles sont tenues par la loi de conserver un certain montant donc de leurs avoirs sur leur compte à la banque centrale. D'accord? C'est un pourcentage donc de leur avoir. Dans la zone euro, c'est 1%. Alors c'est pas un grand pourcentage, mais quand même, ça représente des sommes importantes. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que qu'une banque finalement se réjouit d'avoir ses avoirs qui augmentent, eh bien, il faut qu'elle en garde une partie quand même qu'elle va immobiliser en monnaie centrale dans son compte à la banque centrale. Alors évidemment, si la banque centrale décide d'augmenter son taux de réserve obligatoire, à ce moment-là, elle va d'un seul coup augmenter la pression sur les banques de second rang qui auront d'un seul coup plus besoin de monnaie centrale, puisque le taux va augmenter. Alors c'est pas le cas dans la zone euro, le taux a plutôt baissé. En 99, donc il était de 2% et il était passé donc en 2012 à 1%. Pour mémoire, en Afrique du Sud, il est de 2,5%. Alors, donc ça c'est la première raison pour lesquelles les banques ont besoin donc de monnaie centrale, c'est le taux de réserve obligatoire. Alors évidemment, si elles peuvent pas, si elles n'ont pas assez de monnaie centrale, si elles n'ont pas assez d'argent à placer sur leur compte de monnaie centrale, et bien évidemment, les banques peuvent être sanctionnées. Alors deuxième point, on l'a déjà évoqué, c'est le besoin de billets et de pièces. Donc les banques de second rang, elles n'ont évidemment pas d'autres moyens pour se procurer des billets et des pièces que leurs clients leur demandent, quand vous allez au distributeur, etc. Eh bien, elles n'ont pas d'autres moyens quand elles veulent des billets et des pièces que de s'adresser à la banque centrale. On a vu que c'est environ 10 à 15% de la base monétaire. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle les banques vont avoir besoin de monnaie centrale. C'est comme ça avec de la monnaie centrale qu'elles vont acheter donc leurs billets et leurs pièces.
Et le troisième élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle la compensation interbancaire. Alors, je vous ai fait un petit schéma là. Madame X est cliente de la banque A et Madame Y est cliente de la banque B. Et la banque A, elle a son compte à la banque centrale et la banque B, elle a aussi son compte à la banque centrale. Alors, si Madame X de la banque A fait un paiement à Madame Y de la banque B, c'est-à-dire Madame X, par exemple, va acheter quelque chose à Madame Y, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que sur le, sur le compte de Madame X à la banque A, comme elle a payé, on va avoir moins 500. Et par contre, sur le compte de Madame Y à la banque B, on va avoir plus 500. D'accord? Mais instantanément, à la banque centrale, ces choses vont se retrouver. C'est-à-dire que la banque A se retrouve avec un débit de moins 500 et la banque B se trouve avec un crédit de plus 500. Et là, donc, pour équilibrer ça, pour payer cette dette, eh bien, ça va se faire en monnaie centrale. C'est donc au niveau de la banque centrale qu'on va y avoir une compensation interbancaire entre les banques. Alors, si on imagine évidemment qu'il n'y a pas que Madame X et Madame Y, dans la même journée, Monsieur Z de la banque B fait un paiement 400 € à Madame D, client de la banque A. Là, c'est l'opération contraire. Ben, vous voyez que là, c'est le contraire. Du coup, c'est les clients de la banque B qui vont acheter aux clients de la banque A. Et du coup, en banque centrale, on va avoir d'un côté 500, de l'autre côté 400. Oui. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, on va pas y avoir une opération banque centrale pour chaque ligne d'écriture. Tout ça va être agrégé que sur des soldes. D'accord? Donc en fait, comment ça se passe dans la réalité? Parce qu'en fait, il y a pas que deux banques, hein, il y en a plein. Eh bien, en fait, toutes les nuits, il y a un gros logiciel qui tourne toute la nuit et qui regarde toutes les transactions qui se sont passées entre tous les clients de toutes les banques, hein, à peu près 1 milliard par jour. Et donc, c'est un système évidemment assez complexe, mais qui fonctionne comme le modèle qu'on vous a expliqué, hein, de compensation entre différentes banques. Et donc, chaque nuit, eh bien, les banques, chaque matin, les banques reçoivent leur information de savoir ce qui s'est passé au niveau de leurs clients et si elles doivent de la monnaie centrale ou si elles sont au contraire en excédent de monnaie centrale. C'est-à-dire si leurs clients, l'argent est plutôt sorti en gros d'eux vers les autres ou si au contraire rentrait des autres vers eux. D'accord? Et donc là, si l'argent est plutôt sorti de leur système, il va falloir qu'elles payent les autres banques en monnaie centrale, et donc là, elles auront besoin, encore une fois, de monnaie centrale. Donc vous voyez que les banques ont trois grandes raisons d'avoir besoin de la monnaie centrale. Je les synthétise ici. Besoin de pièces et de billets pour leurs clients, la compensation interbancaire et les taux de réserve obligatoires. Et tout ça, donc, fait des demandes de monnaie centrale. Les banques, si elles ont des excédents de trésorerie, peuvent aussi volontairement les placer à la banque centrale à un taux spécifique que décide la banque centrale. Alors évidemment, si la banque centrale veut attirer les fonds, elle va mettre un taux intéressant. Si elle veut au contraire pas attirer les fonds, ce qui est le cas en ce moment, elle va mettre des taux extrêmement bas, voire négatifs. Alors, les banques, donc, vous comprenez bien, à travers tout ce jeu donc de compensation, de pièces, de billets, de taux de réserve, etc., vont se retrouver chaque jour, hein, ça se passe tous les jours, en situation donc de besoin de monnaie centrale ou d'excédent de monnaie centrale, suivant les cas et suivant les jours. Et donc, il va y avoir un marché monétaire de la monnaie centrale interbancaire, hein, où les banques vont se prêter de la monnaie centrale à un taux. Tout ça est tradé tous les jours. Hein, ça marchait en général à court terme, un jour, une semaine, un mois, 3 mois maximum. Et donc les banques entre elles vont se prêter de l'argent pour faire face à leur demande de monnaie centrale. Si on a déjà évoqué ce cas, si une banque n'arrive pas à trouver, ce qui peut se passer parce que les autres banques ne veulent pas prêter, elles estiment que c'est un mauvais risque ou que sais-je, eh bien à ce moment-là, la banque centrale elle-même peut prêter à une banque qui a besoin de monnaie centrale, effectivement, donc elle prêtera un certain taux.
Donc ça nous amène ça dans la dernière partie donc de ce chapitre sur la politique monétaire de la Banque centrale. Donc vous comprenez que la Banque centrale a un rôle tout à fait essentiel. On l'avait d'ailleurs vu à travers les différents exposés que vous avez fait la semaine dernière. Donc elle a des objectifs qui lui ont été assignés. On en a parlé. C'est essentiellement donc pour la BCE la stabilité des prix, donc une inflation qui se situe à peu près à 2%. C'est son objectif principal. Et puis elle a des outils, donc on en a commencé à les évoquer. Elle a des moyens pour atteindre ses objectifs, ce qu'on appelle la politique monétaire donc de la Banque centrale. Et donc la BCE, elle, a plutôt un objectif de stabilité des prix. Ce qui est intéressant, c'est que la Fed, elle, donc la haute grande banque centrale occidentale, américaine, elle a un modèle plus comment dire, tourné vers le chômage. D'accord. Elle veut de la croissance et elle veut un chômage faible. Alors on va regarder maintenant un petit film que j'ai intégré donc dans le mien, donc sur la Banque centrale européenne, et je vous retrouve tout de suite. La Banque centrale européenne et l'eurosystème expliqué. Voici Sarah. Elle voyage actuellement à travers l'Europe. Elle trouve que c'est très pratique d'acheter certaines choses avec l'euro dans de nombreux pays sans devoir changer de l'argent. Et pour elle, c'est facile de comparer les prix entre les différents pays. Elle se demande qui s'occupe de l'euro. Eh bien, cette tâche incombe à la Banque centrale européenne, dont le siège se trouve à Francfort, et aux banques centrales des pays qui utilisent l'euro. Ensemble, elles constituent l'eurosystème. La mission principale de l'eurosystème consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. Il s'agit de maintenir la stabilité des prix. En d'autres termes, de maintenir l'inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2% à moyen terme. Mais quel rapport cela a-t-il avec Sarah? Une inflation élevée impliquerait une hausse rapide des prix. Ainsi, avec le temps, Sarah ne pourrait plus acheter la même quantité de biens et de services avec la même somme d'argent. L'eurosystème fait donc tout son possible pour que les prix restent stables. Il dispose d'un certain nombre d'instruments de politique monétaire conventionnelle qu'il peut utiliser. Le plus important d'entre eux, ce sont les décisions qu'il prend concernant les taux d'intérêt directeurs qui ont une incidence sur l'économie et le niveau des prix dans la zone euro. Durant la crise, l'eurosystème a également mis en œuvre, temporairement, des mesures supplémentaires pour favoriser le bon fonctionnement de la zone euro. Au sein de l'eurosystème, les décisions importantes sont prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Cet organe est composé des gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro et des membres de la direction de la Banque centrale européenne, appelé le directoire. Mais les membres du Conseil ne représentent pas leur pays. Ils votent en toute indépendance dans l'intérêt de l'ensemble de la zone euro. Et les décisions sont prises de manière collégiale, chaque membre disposant d'une voix. Le président de la Banque centrale européenne ne prend donc pas seul les décisions. L'eurosystème a aussi d'autres missions à accomplir. Il veille notamment au bon fonctionnement des systèmes de paiement, rendant plus rapides, plus sûrs et plus faciles les paiements scripturaux en euros en Europe. Il détient et gère les réserves de change officielles et d'autres actifs, et collecte et établit une large gamme de statistiques. En outre, la Banque centrale européenne autorise l'émission de billets en euros, dont certains se retrouveront dans la poche de Sarah. Ainsi, alors que Sarah poursuit son voyage à travers l'Europe, elle sait maintenant à quoi et à qui elle peut associer l'euro. Et elle comprend mieux de quelle manière la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales influencent la vie des personnes dans la zone euro, où qu'elles vivent, étudient, voyagent ou travaillent. Voilà, donc ce petit film sur la BCE, très instructif, et donc qui, j'espère, vous a appris et confirmé pas mal de choses. Alors nous, on va continuer à voir ça dans le détail maintenant, pour s'interroger finalement pourquoi est-ce que la Banque centrale a comme objectif principal
la maîtrise de l'inflation? Parce que, en fait, si la masse monétaire, que j'ai représentée là par ce gros carré, augmente plus vite que l'économie réelle, d'accord, on va avoir donc un déséquilibre entre la masse monétaire et l'économie réelle qui va mécaniquement engendrer une hausse des prix et une inflation. Voire, on avait vu ça donc dans les exposés de Hanouk et de Daniel, une hyperinflation, d'accord. Alors vous avez, et alors ce qui est vraiment véritablement problématique, vous avez vu, parce que donc l'hyperinflation, l'inflation rogne la valeur de l'argent, rogne la confiance, et en fait c'est un phénomène qui est difficile à contrôler ensuite, hein. Donc on se trouve dans des situations véritablement compliquées. Donc c'est pour ça que les banques centrales ont véritablement un rôle clé et que leur indépendance est aussi fondamentale, puisque elles ont cet objectif envers et contre tout, et même si les gouvernements veulent se lancer dans des politiques de relance massive, eh bien elle est la garante quand même de la valeur de la monnaie. Voilà, donc là vous avez dans ce doc 2, page 104, un petit travail à faire où on mesure en fait la corrélation entre donc la corrélation quand deux phénomènes sont corrélés, quand ils évoluent, donc quand on arrive comme ça à trouver une droite ou en tous les cas un modèle qui les relie mathématiquement, entre d'un côté la création monétaire et de l'autre côté l'inflation. Et donc vous voyez hein, qu'il n'y a pas de mystère. Là on a le cas de l'Argentine aussi dont nous avait parlé Vincent. Donc petit travail de page 104 comme d'habitude, donc ça sera le TAF 2 qui sera donc à disposition dans le répertoire. N'oubliez pas de le copier d'abord dans votre répertoire personnel avant d'en faire les questions. Donc, comment interpréter les données de l'axe horizontal? Que signifient les données des pays entourés? Et ensuite interpréter, peut-on observer un lien entre inflation et augmentation donc de la masse monétaire? Alors, on avait évoqué ça donc dans le cas de l'exposé d'Hanouk et de la République de Weimar. On avait aussi parlé des Venezuela. Donc là, effectivement, on a un exemple, puisque en fait, Bloomberg s'était servi du prix du café au Venezuela exprimé en bolivar, hein, qui est la monnaie vénézuélienne. Hein, pour ceux qui ne savent pas, donc le Venezuela est un pays d'Amérique latine, qui d'ailleurs est un des plus grands producteurs de pétrole, enfin en tous les cas plus grande nappe, je crois, pétrolière du monde. Voilà, et qui est donc en proie à un certain nombre de crises. Et donc, on vous pose donc 3 questions. Que signifie la donnée entourée, hein, en rouge là? Calculer l'augmentation totale du prix du café noisette au Venezuela entre 1900, en un an, donc entre août 2017 et 2018. Et donc, justifier le titre du document. Ça, c'est page 105 de votre livre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème contraire peut aussi être un problème. C'est-à-dire que s'il y a une masse monétaire insuffisante, eh bien à ce moment-là, ça va être un frein. Effectivement, on va maîtriser l'inflation, mais les agents économiques vont se trouver pénalisés parce qu'ils ne pourront pas consommer, parce qu'ils ne pourront pas investir, et donc ça va se traduire par une croissance trop faible. Là, vous voyez, c'est le schéma contraire. Si on a une économie réelle qui est grosse, et si on a une masse monétaire qui est trop faible, de nouveau, ça va pas. D'accord? Et de nouveau, on peut faire une analyse statistique en essayant de mesurer le lien qui existe entre d'une part la création monétaire et d'autre part la croissance économique. D'accord? Donc vous avez ce petit exercice, page 104, qui illustre ça. Ou un petit mot sur l'économiste américain Eric Fisher, donc en fait qui a effectivement essayé de théoriser le lien entre la monnaie, l'inflation et l'activité économique. Et donc de nouveau, en fait ce qu'on essaye de démontrer là, c'est que si effectivement on veut de la croissance, eh bien il faut quand même qu'il y ait de la création monétaire. Et donc vous voyez bien en fait les taux dans lesquels les économistes se sont pris. S'il y a trop de monnaie, c'est l'inflation, ça va pas. S'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de croissance, ça va pas non plus. Donc vous voyez que le pilotage de cette masse monétaire
est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement dangereux aussi, puisque vous voyez que les conséquences peuvent être dramatiques sur le plan économique et aussi sur le plan politique. Et donc les banques centrales ont véritablement une tâche très pointue à réaliser, et ils sont tenus de le faire. Ils sont, ils ont cette responsabilité devant nous, devant les citoyens qui faisons quand même confiance aux monnaies. Alors, de quels outils la Banque centrale dispose pour contrôler la croissance de la masse monétaire? Alors, elle en a un certain nombre. Et l'idée, ça va être d'essayer de rendre l'accès à la monnaie centrale. Donc, vous vous rappelez ce que c'est que la monnaie centrale, Donc, c'est la monnaie qui est détenue par les banques de second rang dans leur compte à la Banque centrale. Et donc, vous savez qu'elles en ont besoin. Elles en ont besoin pour les billets, elles en ont besoin pour les pièces, elles en ont besoin pour la compensation interbancaire, elles en ont besoin pour les réserves obligatoires. Et donc, ce que peut faire la Banque centrale, c'est rendre l'accès à cette monnaie centrale plus ou moins difficile pour les banques de second rang. Alors, si elle veut, elle peut essayer de rendre l'accès à la monnaie centrale plus difficile, plus coûteux, plus cher. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les banques de second rang ont davantage de difficultés à avoir de la monnaie centrale, elles vont accorder moins de crédit. D'accord? Et si elles accordent moins de crédit, effectivement, comme on a vu, comme le crédit crée la monnaie, la masse monétaire va croître moins vite, voire décroître, puisqu'effectivement, les crédits vont se rembourser. On a vu que quand les crédits se remboursent, il y a destruction de monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une politique monétaire restrictive. D'accord? Et donc, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est moins inflationniste, puisqu'il y a moins de monnaie qui est créée. Mais l'inconvénient qu'elle a, c'est qu'effectivement, elle génère a priori moins de croissance. L'autre possibilité, c'est au contraire de rendre l'accès à la monnaie centrale plus facile, moins coûteux, moins cher. Donc on va faciliter l'accès. Dans ce cas-là, le pari, c'est que les banques vont accorder plus de crédit, et donc il y aura de la création de monnaie, que la masse monétaire va croître plus rapidement. Et donc, c'est ce qu'on appelle une politique monétaire expansive. Alors, une politique monétaire expansive, le pari, c'est qu'il y aura plus de croissance, donc ça c'est bien, mais évidemment, il y aura plus de tendance inflationniste, et on a vu que ça, c'était possiblement un problème. Donc, la Banque centrale va essayer de piloter, vous voyez, entre ces deux types de politiques, donc restrictive ou expansive, la masse monétaire, et donc la politique monétaire de la Banque centrale va se situer dans ce cadre-là. Alors, les outils dont dispose la Banque centrale, quels sont-ils? Alors, le premier outil dont elle dispose, c'est de jouer sur le taux de réserve obligatoire. On a vu que dans la zone euro, c'est de 1%. On a vu que donc avant, il était de 2. Si les banques centrales se mettent à changer ces taux, bien évidemment, ça va changer la donne pour les banques de second rang. Donc, si elle augmente le taux de réserve obligatoire, les banques de second rang vont devoir trouver plus de monnaie centrale. D'accord? Elles vont devoir en trouver plus. Et donc ça va être un problème pour elles. Donc comme ça va être difficile de la trouver, elles vont accorder moins de crédit, et donc on sera dans le cadre d'une politique monétaire restrictive, donc moins d'inflation, mais moins de croissance. Au contraire, elles peuvent diminuer le taux de réserve. D'accord? C'est ce qui a été fait, donc, puisqu'on était passé de 2 à 1. Dans ce cas-là, ça va être une aubaine pour les banques de second rang qui vont avoir moins de monnaie centrale à trouver. Donc comme elles ont moins de monnaie centrale à trouver, elles vont accorder plus de crédit, et on sera dans le cadre d'une politique monétaire expansive, donc avec plus d'inflation, mais on espère aussi plus de croissance. Alors, il faut savoir quand même que jouer sur les taux de réserve obligatoires, c'est un outil qui est pratiquement jamais utilisé, parce que c'est un outil très lourd à mettre en place. C'est un à-coup énorme évidemment pour les banques. Quand on change ça, c'est peu réactif. Donc ça correspond, si vous voulez, c'est un outil qui correspond pas bien à l'idée d'un pilotage précis, conjoncturel, j'ai presque envie de dire au jour le jour, de la politique économique. Donc c'est en général un outil que les banques centrales n'utilisent pas. D'accord? On le fixe à un niveau raisonnable, et puis ensuite, en général, on s'y tient. Alors, le deuxième outil, ça va être effectivement de jouer sur les taux d'intérêt. D'accord? Alors, la Banque centrale fixe
ce qu'on appelle le taux directeur, le TRI, et donc si elle augmente ce taux d'intérêt donc de directeur, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que les banques vont payer plus pour trouver de la monnaie centrale. C'est-à-dire l'argent va se mettre à coûter plus cher. En fait, les banques, finalement, leur matière de outil de travail, c'est l'argent. Eh bien, l'argent va coûter plus cher. Et donc, pour les banques de second rang, ça va être un problème, puisque ça va être plus onéreux de trouver de la monnaie centrale. Comme ça va être plus onéreux, elles vont accorder moins de crédits, et donc dans ce cas-là, comme les crédits seront plus chers, et donc il y aura moins de crédits accordés. Donc on est bien là, encore une fois, dans le cadre d'une politique monétaire restrictive. Alors le taux directeur, c'est les taux de facilité de prêt marginal, c'est les taux de facilité de dépôt, ce sont tous les taux en fait auxquels les banques de second rang peuvent se financer auprès de la Banque centrale. A contrario, de nouveau, elles peuvent baisser le taux directeur, ce qui va effectivement produire les effets exactement inverses. Ça va coûter moins cher aux banques pour trouver de la monnaie centrale, donc ça va être un ballon d'oxygène pour elles. Elles vont avoir plus de liquidité, ça va coûter moins cher, elles vont accorder plus de crédit, le crédit sera moins cher, ça va augmenter la consommation, ça va augmenter les investissements. Donc on est dans une politique monétaire expansive, encore une fois toujours pareil, avec plus d'inflation, mais aussi plus de croissance attendue. Donc le taux d'intérêt, c'est donc le TID, le taux d'intérêt directeur. Donc c'est le taux de refinancement des banques auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire quand les banques ont besoin de monnaie centrale et qu'elles n'en trouvent pas, c'est le taux auquel elles peuvent l'acheter, donc auprès de la Banque centrale. Alors, dans les faits, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est véritablement l'outil qui est utilisé aujourd'hui par les banques centrales. C'est un outil très réactif. Ce taux, elles peuvent le changer tous les jours si elles le veulent. Et donc, c'est véritablement adapté, vous avez compris, aux besoins de pilotage d'une économie hyper complexe, où il faut pouvoir prendre des décisions rapides et essayer d'avoir des effets aussi rapides sur les marchés. Alors, vous avez page, je ne sais pas, je vous dirai ça dans la vidéo, je vous montrerai un petit exercice donc sur la BCE pilote les taux d'intérêt, donc avec ce petit graphique avec 4 questions. Quelle est la différence entre le taux directeur et le taux interbancaire? Que signifient les données de 2018? Voilà, et surtout voilà. Montrer que la Banque centrale européenne oriente les taux d'intérêt dans la zone euro. Déduire quelles sont les conséquences pour les ménages de taux d'intérêt bas comme ceux qu'on observe en 2018. Voilà. Autre exercice, document 4. Pour être efficace, la Banque centrale doit être crédible. Bon, ça c'est une chose dont on a largement parlé à travers les exposés et à travers de ce cours. Donc vous avez 4 questions. Donc quels sont les 2 types de politiques monétaires menées par les autorités monétaires? Quel est l'objectif principal des autorités monétaires? À quelles conditions principales la politique monétaire des autorités monétaires sera efficace? Et les annonces faites par les autorités monétaires permettent-elles de penser que ces dernières sont crédibles? Voilà, je vous ai mis, je reviens en arrière, un petit tweet de notre ami Donald Trump, président donc des États-Unis, qui tire à boulet rouge, vous voyez sur la Fed, as usual, the Fed did nothing. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, c'est très intéressant parce que je voulais vous montrer à travers ce petit tweet véritablement le débat, voire le combat qu'il peut y avoir entre d'un côté donc les hommes politiques qui ont une certaine crédibilité quand même puisqu'ils ont été élus pour faire un programme, et les banques centrales qui elles ont leur propre politique, et peut y avoir des clashs. Évidemment, il y en a donc sans arrêt avec Trump, entre la Banque centrale et les autorités politiques. Alors, les taux d'intérêt directeurs dont on a parlé ont un impact absolument fondamental sur l'activité économique et sur les niveaux des prix dans une société. Si on a une hausse des taux directeurs, donc ce qu'on a vu, ça s'appelle une politique restrictive. On va avoir donc une hausse des taux d'intérêt sur le marché interbancaire, là où les banques se refinancent entre elles pour trouver de la monnaie centrale. Du coup,
comme l'argent va coûter plus cher aux banques, les banques vont répercuter ces augmentations de taux d'intérêt auprès de leurs clients. C'est-à-dire que, du coup, emprunter, que ce soit pour un particulier, pour l'entreprise, à sa banque, coûtera plus cher. Donc du coup, comme ça coûte plus cher, eh bien, il va y avoir une baisse de volume des crédits accordés aux clients, que ce soit donc des ménages ou des entreprises. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si les crédits baissent, si la masse monétaire baisse, il y a un ralentissement de l'activité de la demande et donc il y a un ralentissement possible de l'activité économique. Mais il y a évidemment l'autre point, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance de la masse monétaire, voire une diminution, et donc il y a une plus grande stabilité des prix. En tous les cas, il y a moins d'inflation. À l'inverse, donc, les banques centrales peuvent baisser les taux directeurs, donc ce qu'on appelle la politique expansionniste. Donc, dans ce cas-là, c'est plus facile de se financer sur le marché interbancaire en monnaie centrale pour les banques. Du coup, comme l'argent est moins cher, les banques peuvent répercuter ces baisses de taux auprès de leurs clients. Du coup, eh bien, on va avoir plus de crédits accordés aux clients, ménages, entreprises, et du coup, on va avoir la demande qui va partir à la hausse, mais on va avoir également, possiblement, la masse monétaire qui part également à la hausse, et donc l'inflation qui arrive, mais on espère aussi de la croissance. Alors, le dernier point qu'il faut voir, c'est que, en plus de tous ces effets internes dans un pays, dans une politique interne, il y a un impact sur les taux de change, parce que tout ça se complexifie évidemment sur une économie mondialisée, où les économies sont interconnectées, et donc on a des effets de change entre les grandes monnaies, en particulier donc l'euro et le dollar. Et donc, quand les banques centrales jouent sur les taux d'intérêt, ça peut attirer effectivement des investisseurs, et ça peut donc jouer sur les différences de change entre l'euro et le dollar et les autres monnaies. Donc ça complique encore le pilotage de la politique monétaire. Alors, on va parler maintenant de ce qu'on appelle les opérations d'open market. C'est un peu à la limite du programme. L'idée, en fait, ça s'appelle également le quantitative easing, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est que des fois les banques peuvent, ou l'économie en général, peut se trouver, pour différentes raisons, un peu en limite de liquidité. D'accord ? C'est-à-dire que les banques vont être véritablement à la recherche de la monnaie centrale, et comme il n'y en a plus beaucoup de banques qui ont de la monnaie centrale à un instant T, pour différentes raisons, eh bien à ce moment-là, les banques peuvent être un peu en difficulté. Et donc à ce moment-là, la banque centrale peut décider de leur filer un petit coup de main, et donc de racheter des titres qu'ils ont en échange de monnaie centrale. C'est-à-dire ça va leur dire, écoutez, vous avez un certain nombre de titres dans les mains, parce que ça, donc c'est des titres, vous savez, on a vu ça dans la partie sur le financement, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, des bons du trésor, etc. Donc qui sont du papier, qui n'est pas liquide. Donc les banques, c'est bien de l'avoir dans les mains, mais elles peuvent pas en faire grand-chose en attendant que ça arrive à terme. Eh bien, la banque centrale peut accepter de manière exceptionnelle de leur racheter ces titres de façon à les réinjecter, vous voyez, sur le marché de la monnaie centrale et donc des liquidités pour les banques. D'accord ? Donc c'est une politique monétaire, encore une fois, expansive, avec les avantages et les risques que l'on connaît. Elles peuvent également leur faire crédit en monnaie centrale. C'est-à-dire si les banques de second rang ont des titres, la banque centrale peut les prendre, ce qu'on appelle en pension, contre un intérêt, et puis dans ce cas-là, les dépanner, entre guillemets, leur fournir de la monnaie centrale dont ils ont besoin. Donc vous voyez que la banque centrale, elle intervient aussi, j'ai envie de dire presque au jour le jour, et surtout en ce moment en période de Covid, pour essayer de fluidifier le marché monétaire et de faire que la croissance se développe sans que l'inflation décolle, en restant bien dans les clous, vous voyez, de ce petit chemin qui est acceptable pour que l'économie fonctionne. Et donc, si les banques, à un moment donné, les banques de second rang, sont en difficulté en termes de monnaie centrale, eh bien, les banques centrales peuvent intervenir pour essayer de régler ça.
D'accord, ça peut être aussi extrêmement discuté. Il y a des gens qui sont tout à fait contre ça, mais enfin, sachez que ça peut se faire, et d'ailleurs que ça se fait. On avait vu aussi, je voudrais terminer là-dessus, cette idée que la Banque centrale est prêteur en dernier ressort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, si les banques de second rang se trouvent dans une situation telle que plus personne ne veut leur prêter de l'argent, donc là, ça veut dire clairement que les banques sont, je dirais, proches de la banqueroute, hein, défaut de paiement, hein, pour reprendre l'expression qu'on avait vue avec Vincent sur est-ce que les États peuvent faire faillite? La question se pose évidemment aussi sur les banques. Est-ce que les banques peuvent faire faillite? Eh bien, les banques peuvent se trouver au bord de la faillite, voire carrément faillite. Et donc la banque centrale à ce moment-là, alors la faillite d'une banque c'est assez grave, hein, pour une économie, parce que ça peut avoir des conséquences en chaîne sur tout le système bancaire, parce que toutes les banques se prétendent les unes aux autres. Si une banque s'écroule, c'est ce qu'on avait vu, le petit dessin que je vous ai mis là avec nos amis de Lehman Brothers. Je pense qu'on parlera de la crise des subprimes l'année prochaine. Donc la banque centrale peut intervenir, et en général d'ailleurs elle intervient, si elle sent qu'à un moment donné, le système est en train, le château de cartes est en train de s'écrouler, donc elle peut intervenir en accordant des crédits exceptionnels pour des banques donc qui n'arrivent plus à se refinancer. Voilà, je vous ai mis un petit lexique comme d'habitude, les banques de second rang, les banques centrales, liquidité, masse monétaire, monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie, etc. Voilà pour cette vidéo sur la monnaie. Sachez que je regrette bien de ne pas pu avoir fait ce cours devant vous. Je vous mets comme d'habitude les travaux à faire donc dans le Google Drive. Faites-les et on se voit donc au prochain cours d'économie pour discuter de tout ça et pour parler de la suite. En attendant, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.